Hello guys, bonjour à tous, bienvenue à la formation d'initiation à Python organisée par Data Afrique Hub. Je suis très content de vous savoir nombreux à suivre cette formation. Vivement, vous n'allez pas regretter à la fin de cette formation parce que vous allez apprendre réellement des choses très pratiques, que vous soyez débutant, intermédiaire ou avancé. Vous aurez chacun, en fonction de son niveau, à gagner quelque chose. Nous allons procéder en des séances de cours les samedis à 20h, disons 19h GMT. Et dans la semaine, il y aura des exercices qui seront laissés sur ces cours-là et euh, avec l'aide des différents mentors qui seront dans les différents groupes. Vous pouvez poser vos questions, échanger si possible entre vous aussi. Et je vous inviterai donc à vraiment participer. Du coup, à la dernière séance, à la séance d'ouverture de cette formation, nous avons eu à discuter des outils à utiliser pour cette formation. Et dans les outils, on avait parlé de Google Colab. Sûrement, pour ceux qui s'y connaissent, ça aurait dû faire un tic pour vous. Peut-être vous allez vous dire que pourquoi ne pas utiliser Jupyter Notebook, ainsi de suite. En fait, on a voulu faire cette formation en utilisant Google Colab parce que Google Colab présente pas mal d'avantages. Vous n'avez pas forcément besoin de vous déplacer avant d'exécuter un de vos codes, d'exécuter vos codes. Et Google Colab, c'est d'ailleurs comme un notebook, un espace très bien préparé déjà pour tout projet de data science. Vous n'avez pas besoin forcément de votre matériel ordinateur pour pouvoir exécuter un code. Tout s'exécute directement dans le cloud, je dirais. Et vous pouvez tout aussi exécuter vos codes sur votre portable, téléphone portable. Je l'ai essayé récemment, c'est assez pratique et l'interface c'est très bien joli. Vous pouvez essayer d'ailleurs. Il suffit juste de vous connecter sur votre Google Drive. Je vous montrerai exactement quelles sont les différentes étapes. Et aussi, Google Colab, vous l'exécutez en ligne. Je pourrais dire que c'est le seul désavantage. Sinon, à part le reste, tous les autres sont des avantages. Vous l'exécutez, vous devez avoir la connexion avant de pouvoir l'utiliser. Et vous pouvez vous connecter sur un PC. Vous pouvez exécuter un code que vous avez nommé exercice 1 sur le PC de Toto. Et peut-être votre PC a un souci. Vous pouvez, du fait que c'est sur Google Colab et c'est dans votre drive sûrement, vous pouvez l'exécuter encore sur d'autres PC. Donc, plus de soucis de, bon, j'ai perdu mes données et tout. Vos codes sont déjà bien rangés dans l'espace de Google, dans l'espace de Google Drive que j'appelle Google Drive. On va voir tout ça tout de suite. Donc, pour pouvoir avoir accès à tout ça, il vous faut forcément avoir un compte Gmail. Moi, j'ai pour moi ici, je me suis déjà connecté à ça. Je me suis connecté à ça. Du coup, un instant, je me suis connecté à ça. Maintenant, après avoir fait ça, vous allez taper. Après ça, vous allez taper dans votre navigateur Google Drive. Google Drive. Ça vient ici. On va essayer de connecter connexion. Donc, regardez comment est-on? Ce logo, c'est sur ça que vous allez connecter Google Drive connexion. En fait, moi, je me suis déjà connecté, j'ai aussi enregistré mon compte. C'est pourquoi ça vient directement là. Donc, je pourrais éventuellement me déconnecter et me reconnecter. Donc, essayez de vous connecter avec votre email. Donc, vous voyez, vous venez dans votre espace Google Drive, vous voyez, on vous donne 15 gigas d'espace où vous pouvez stocker toutes sortes de fichiers. C'est à vous de gérer votre espace. C'est comme un disque dur en ligne. Donc, pour pouvoir utiliser Google Drive et Google Colab,
sur cet espace sur cet espace et stocker vos fichiers sur cet espace. Vous venez dans Nouveau. Si c'est pour votre première fois, vous allez voir que moi j'ai dit à Google Collaboratory ici. On appelle ça Google Collaboratory et en abréviation, nous on dit Google Collab, Google Collab. Donc, ce qu'il faut faire, vous allez voir quand vous venez dans plus ici, vous venez ici, vous n'allez pas voir ça pour la première fois. Donc, il faut venir dans associer plus d'applications. Quand vous venez dans associer plus d'applications, ça se charge. Vous venez dans recherche dans les applications, vous tapez collab, écrivez juste collab et collaboratory s'affiche. Vous cliquez dessus. Quand vous cliquez dessus, vous allez voir ce symbole là, C et O. Donc vous cliquez dessus. Moi, pour l'instant, je l'ai déjà installé. C'est pourquoi ça me présente de l'installer. Si c'est pour votre première fois, vous allez voir euh, installer ici et non désinstaller. Vous cliquez sur ça, vous l'installez. Et après ça, vous revenez maintenant dans Nouveau. Vous cliquez sur plus. Vous cliquez sur Google Collaboratory et paf, vous ouvrez votre onglet. Et c'est assez pratique. Aussi, pour vous dire, dans votre Google Drive, vous avez la possibilité d'importer vos fichiers depuis votre PC. Il suffit juste que je vienne dans Nouveau, je fais importer un fichier. Et vous allez voir, ça me donne mon espace, mon PC. Et là, je choisis mon fichier et je l'importe directement ici. Vous pouvez aussi importer un dossier. Vous pouvez importer un dossier. Donc, je vous inviterai à vous amuser un peu avec ces différents trucs. Aussi, et ce qui est intéressant dans Google Drive et Google Colab, vous avez la possibilité de partager votre notebook avec quelqu'un d'autre. Il suffit juste que la personne ait aussi un compte Gmail. Donc, vous cliquez sur partager ici, vous mettez son Gmail directement ici et le problème est résolu. Vous mettez son Gmail et lui, quand il se connecte dans son compte Drive, il pourra facilement avoir accès à ça. Et vous pouvez travailler à deux sur le même fichier. Donc, avec Google Colab, vous pouvez travailler en collaboration. Je dis, je m'occupe de la partie qui est en haut et l'autre va s'occuper de la partie en bas. Donc, c'est assez simple et pratique. Ok, nous allons commencer notre cours d'aujourd'hui sur les bases de Python. Et d'abord, j'ai préparé aussi le fichier dans un fichier Google Colab. Faut savoir, à la dernière séance, on avait un peu discuté de c'est quoi la data science et qu'est-ce que ça nous aide à faire et tout. Je vais pas trop monopoliser la parole, trop parler aujourd'hui. Bon, je vous donne l'idée générale. La data science, c'est un domaine qui utilise des méthodes, des processus, des algorithmes et des systèmes scientifiques pour extraire des connaissances et des idées à partir de données structurées et non structurées. Donc, c'est ce que j'ai écrit là. Donc, en un mot, la data science, c'est un domaine, si la définition que moi je donne d'ailleurs, c'est un domaine qui utilise les mathématiques, l'informatique, la programmation, je dirais, et la connaissance du domaine pour pouvoir réaliser, mettre en place, analyser des données, parce qu'on parle des données, mettre en place des systèmes intelligents capables de prédire si un truc est bon ou pas. En tout cas, il y a tellement de domaines d'application qu'on a eu à aborder la science passée. Et c'est un peu ça. Pour pouvoir aboutir atteindre ces objectifs, on a besoin quelque part de la programmation. Et on a choisi pour vous le Python. Le Python, c'est un langage très intéressant. On a choisi pour vous le Python. Donc, on va un peu découvrir, si vous êtes débutant, n'ayez pas peur. On va découvrir les trucs de A à Z. Du coup, est-ce que vous êtes prêts? Faites des pouces, je vais voir. Est-ce que vous êtes prêts pour vous plonger? Désolé. Est-ce que vous êtes prêts pour vous plonger dans, euh, euh, dans ce cours très intéressant qu'on veut commencer? Ok, je vois qu'il y a des pouces intéressants. Cool. Donc, j'ai dévancé un peu les faits. Donc, on devait parler de l'environnement de codage. Je vous ai présenté rapidement Google Colab, pourquoi c'est important de l'utiliser et tout ce qui va avec. Donc, les bases de Python et l'introduction au type de données. Une première notion, on va partir sur le format de notion. Une première notion très capitale que vous pouvez voir là, c'est les commentaires. Les commentaires, c'est de dire à votre code que là, je suis en train d'écrire et de mettre une information
que je n'aimerais pas qu'on interprète ou bien qu'on prend ça comme un code. J'aimerais juste mettre ce test-là pour informer peut-être un autre utilisateur qui va utiliser mon code que à cette ligne, je suis en train de faire tant, tant, tant. Donc, pour mettre les commentaires, on utilise dièse en Python. On utilise dièse et vous mettez votre test. Et là, quand vous exécutez, vous allez voir que rien ne s'affiche en bas ici. Un instant, comme c'est pour la première fois, pour l'exécution, ça va prendre un peu de temps. Donc, il y a la connexion qui se fait ici. Donc, vous voyez, tout est chargé et c'est bon, c'est au second. Ceci est un commande. Alors que quand je mets dans les cellules, désolé si je n'ai pas dit ça, dans votre notebook, il y a deux parties. Il y a les parties de test et il y a les parties de code. Les parties de test sont appelées les cellules code. C'est ça ici pour ajouter. Je fais comme ceci, code, c'est bon. Les parties test, c'est ceci. Si je veux ajouter du test à mon notebook pour pouvoir permettre à ce que ça soit très lisible et très intéressant. Et pour supprimer, vous cliquez sur la cellule, vous mettez supprimer, supprimer, supprimer. C'est un peu ça. Donc là, je suis en train d'écrire dans la cellule code. C'est dans cette cellule qu'on exécute notre code Python. Donc ceci a un commentaire sur la ligne. Donc vous voyez, rien ne s'affiche. Mais quand j'écris juste 2, vous allez voir, ça m'affiche 2. Tout juste après les commentaires, on va parler des variables. Les variables, c'est quoi? Comme définition, là, j'ai dit, ça peut être considéré comme un conteneur de stockage de données. Donc, et rapidement, faut savoir, comme on est à data science, on veut travailler avec les données. Il faut qu'on ait où est-ce qu'on va stocker les données. C'est un peu comme vous avez préparé à manger, vous avez mis votre marmite au feu, vous avez préparé. Donc, dans quel plat, où est-ce que vous mettez les nourritures pour servir aux gens? Donc, c'est un peu l'idée que je veux pour rapprocher des variables. Donc, ce sont les endroits où vous pouvez mettre vos données, de telle sorte que pour pouvoir les salir une nouvelle fois, il suffit juste d'appeler le nom. Bon, comment on définit ça? On va voir ça en pratique. Vous mettez le nom que vous voulez à la variable et la valeur ou l'information que vous voulez stocker. Supposons que je veux créer une variable et stocker l'information 4. Donc, j'écris le nom de la variable. J'ai décidé que ça s'appelle int. Donc, j'écris int égale à 4. Et quand j'exécute, rien ne va se passer. Mais quand j'exécute int, j'écris int maintenant, ça va m'afficher 4. Et attention, on est dans un notebook. C'est pourquoi quand j'écris int comme ça m'affiche. Si vous êtes juste avec les éditeurs comme VS Code pour pouvoir afficher, il va falloir utiliser une fonction qu'on va voir tout à l'heure. Donc, vous allez voir, ça m'affiche directement 4. Je pourrais changer ça aussi. Je mets 5. Et quand j'exécute, ça va m'afficher 4 parce que je n'ai pas encore réexécuté ici. Donc, quand je réexécute 5 et je réexécute ici, ça va m'afficher 5. Donc, c'est un peu ce qui concerne les variables. Et il faut savoir que les différents types de valeurs qu'on a ici, bon, on va voir ça tout à l'heure. Et on a différents types de valeurs. Tout à l'heure, c'est un entier que je viens de mettre dans la variable. Il peut y avoir des cas où je vais vouloir mettre des nombres réels, c'est-à-dire les nombres à virgule, ou bien mettre des chaînes de caractères, c'est-à-dire papa va à l'école, papa a mangé, tout ce qui va avec. Donc, il peut y avoir des cas où je vais vouloir stocker ces genres de trucs dans ces genres d'informations dans ma variable. Donc, à chaque fois, il faut savoir, il faut à chaque fois écrire un nom qui explique réellement l'information que vous voulez mettre dedans. Ce sont les bonnes manières souvent en programmation. Maintenant, les opérateurs. C'est bien, on a vu les variables tout à l'heure. Les opérateurs nous aident à faire des types d'opérations entre ces variables-là. Supposons qu'on a deux entiers et on aimerait faire la somme. On aimerait écrire un petit programme pour pouvoir faire la somme de ces deux entrées et deux entiers là. Donc, je vais définir une première variable que j'ai mis 2 dedans, une deuxième variable y où j'ai mis 3 dedans. Pour faire la somme, on utilise juste les opérations arithmétiques tout bêtement, plus, moins, fois, division. Donc, je fais int plus y, c'est l'addition que je suis en train de faire. Quand j'exécute, ça me fait 5. De la même façon, la multiplication, je mets étoile. C'est étoile la multiplication ici. Ça me fait 6. Maintenant, il y a la possibilité aussi d'utiliser les opérateurs de comparaison, ce qu'on a vu au cours primaire, pour pouvoir voir si un nombre est inférieur à un autre. Ces opérateurs de comparaison, c'est très capital lorsque vous allez voir, comment dit-on, les conditions, parce que des fois, on est amené à écrire des programmes avec des conditions. Genre, si tu as tel cas, si tu es dans le cas où
l'âge de la personne, l'âge que la personne a entré est inférieur à 18, tu lui dis qu'il est majeur. Donc, pour faire ces genre de trucs, on utilise des opérations de comparaison. Et là, comment eux, ils fonctionnent, c'est que quand tu l'utilises entre deux variables, il te renvoie deux valeurs true ou fausse. True veut dire, et je suis d'accord que ce que j'ai écrit là, c'est vrai. Sinon, ça écrit faux, c'est-à-dire pour dire c'est faux. Voilà un peu ce que ceci va faire. J'ai écrit ins, on sait que c'est 2 qui est dans ins, y, on sait que c'est 3 qui est dans y. Donc, ins inférieur à y, c'est-à-dire 2 inférieur à 3, normalement, ça devait nous donner true. Voilà, ça nous donne bien true. Donc, c'est un peu ça. Et si j'utilisais supérieur, désolé, si j'utilisais supérieur au lieu d'inférieur, ça doit me donner false. Bon, je l'avais déjà mis ici même. Ça devait me donner false. Donc, c'est un peu ça. Tout à l'heure, je disais que ceux qui sont sur d'autres éditeurs de faire très attention. Quand vous mettez juste int, ça va pas exécuter et vous exécutez, ça va pas afficher. Donc, pour pouvoir afficher, en réalité, on utilise la fonction print. Et la fonction input, c'est pour demander à l'utilisateur d'entrer son nom. Donc, je crois que Kelom, oui, Kelom est dans la session. On va un peu nous amuser avec le nom de Kelom, désolé. Euh, j'écris une variable et je mets comme nom Kelom. Tout à l'heure, je disais qu'on pouvait stocker n'importe quel type de valeur, que ce soit les entiers, les chaînes de caractères et les nombres réels. Donc là, je suis en train de stocker comment une phrase, je vais dire, comment on appelle ça chaîne de caractères. Pour pouvoir le faire, vous mettez ça entre double quote ou bien entre deux griffes et vous mettez votre information. Donc j'ai mis Kelom. Maintenant, pour afficher, je fais print. Je peux rendre ça un peu joli, genre mettre mon nom, c'est, et je fais virgule. Ça, je mets à côté la variable. Et quand je vais afficher, vous allez voir ce que ça va me donner. Ça va m'afficher ceci, mon nom, c'est Kelom. De la même façon, tout à l'heure, j'ai mis mon nom, c'est Kelom devant un griffe d'abord. J'aimerais avoir cet affichage. Mais néanmoins, je pourrais afficher juste le nom unique. Et je pourrais mettre toutes ces informations dans la variable nom directement. Donc, ouais, je mets mon nom, c'est Kelom. Et directement ici, je fais print et je mets nom. Ça va afficher toujours les mêmes choses. Ce sont des manières de faire. C'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez faire. Maintenant, quand on est souvent en train de vouloir travailler, on aimerait communiquer avec l'utilisateur, celui qui est en train d'utiliser le code, bon, lui demander des informations. Supposons que j'aimerais lui demander son âge pour pouvoir prendre une décision. Genre, si son âge est inférieur à 10, peut-être quand vous partez dans les supermarchés, les guichets automatiques, vous entrez vos informations. Donc, c'est un peu ce système où on demande l'information à l'utilisateur. Donc, je vais lui demander son âge et après peut-être mettre des opérations pour demander à l'utilisateur, on utilise la fonction input. Tout de suite, j'ai commencé par parler de fonction, n'ayez pas peur. C'est des directives qui sont déjà bien définies, qui nous aident, qui nous facilitent la vie. On va voir ça tout à l'heure en détail, qui nous facilitent la vie, qui nous aident à faire des opérations très précises. Donc, la fonction input, maintenant, quand je mets input, je mets genre le message qui serait affiché pour permettre à l'utilisateur de savoir qu'est-ce qu'on attend de lui. Donc, j'attends de lui quel est votre âge. J'attends de lui son âge. Et quand il va me fournir ça, je mets ça dans la variable âge. Et après, avec l'autre fonction print qu'on a expliqué tout à l'heure, j'affiche votre âge est. Donc, on va nous amuser un peu avec ça. Donc, quel est votre âge? Vous allez voir que c'est toujours en train de tourner parce que l'exécution est en cours. On est en train d'attendre une information de moi. Donc, par exemple, quand je mets 14, je vais mettre enter, votre âge est 14. Donc, c'est un peu comme ça fonctionne, ces deux fonctions très importantes pour l'entrée. On parle des fonctions d'entrée et sortie. Donc, vous pouvez vous amuser après quand vous avez le notebook chez vous, essayer de manigancer les trucs, ainsi de choses, ainsi de suite. Donc, les types de données en Python, il y en existe plusieurs. On a déjà commencé par voir certains, les int, ainsi de suite. Les int, pour vous dire, c'est les entiers. Quand vous voyez int, c'est les entiers. Les floats, c'est les nombres réels. Les strings, c'est les chaînes de caractères. On va mieux voir tout ça. Donc, quand je définis une variable int que je nomme set, pour voir le type, il suffit juste d'utiliser la fonction type entre parenthèses int. Et j'exécute. Vous allez voir. Vous voyez, ça me sort int. C'est pour me dire que c'est un entier. C'est très important aussi parce que des fois,
on est en train de travailler avec les données et on aimerait voir quelles sont les données qui sont de type entier dans notre grand ensemble de données, des données qui sont de type et nombre réel, ainsi de suite. Donc ici, vous allez voir, j'ai mis 4,4. Les virgules ici, c'est pas virgule comme sur notre, c'est point qui représente les virgules. Donc j'affiche aussi, vous allez voir que c'est un float, ça m'a écrit. Pour les strings qu'on appelle chaîne de caractères, je vais mettre ceci en commentaire. J'espère que vous vous rappelez de comment on met en commentaire, c'est dièse, c'est la directive dièse. Et là, ça ne sera pas pris en compte lors de l'exécution. J'affiche le type, ça va me mettre str, c'est pour dire que c'est une chaîne de caractères. Et après, je peux m'amuser à afficher mon pouvoir pour qu'on puisse réappliquer ce qu'on a vu tout à l'heure. J'affiche, mon nom c'est deux points Toto. C'est très simple et très pratique. J'espère que vous suivez. Ok, super. On va voir les types intégrés, les listes, etc. On va aborder certains rapidement. Donc, c'est une partie aussi très très intéressante, très capitale en data science si vous voulez vraiment commencer avoir une bonne base dans ce aspect-là. Il faut vraiment bien maîtriser les listes, les types de données intégrées. Donc, les listes, c'est quoi? Les listes, j'ai mis là que c'est une structure de données ordonnée qui peut contenir des éléments de différents types. Donc, vous allez voir tout à l'heure les variables qu'on a l'habitude de définir. On y met juste une seule, euh, on met une seule valeur, oui. Genre, on met une seule information, une seule information. Des fois, on peut être appelé, genre, on aimerait mettre plusieurs informations, mettre son nom, son prénom, son âge dans une seule variable. Pour le faire, on peut faire appel aux listes. Donc, on y stocke des valeurs de différents types. On va voir un peu comment ça fonctionne. Supposons j'ai créé une variable qui s'appelle personne et j'aimerais stocker dans personne le nom de la personne, son prénom, son âge et sa taille. Les listes nous aident facilement. Il suffit juste de mettre crochet. Vous mettez les différentes informations respectivement avec le type 1. Comme c'est une chaîne de caractères, j'ai mis en greffe. Vous voyez les entiers, je mets seul comme ça seulement. Et le tout séparé par des virgules. Et là, c'est fini. C'est comme j'ai stocké dans cette variable-là 4 informations, comparé à avant qu'on ne pouvait stocker qu'une seule information. Donc, j'affiche ça rapidement, j'exécute. Vous allez voir, Issa, Pauline, 15, 13, 50. Et là, bon, vous vous dites pourquoi ça. N'ayez pas peur. Il y a aussi une manière de pouvoir accéder à chaque élément spécifiquement. Donc, supposons que je veux accéder à Issa. Il suffit juste d'écrire personne crochet 0. Donc, premier élément, je vais accéder à Issa, personne crochet 0. Et pour accéder au dernier élément, je vais faire comme ceci d'abord, personne crochet 3. Donc, ce qu'il faut comprendre, quand vous mettez votre liste, à partir d'ici, ça compte 0 ici, 1, 2 et 3. Donc, pour accéder à l'élément qui est à cette position, vous mettez le nom de la variable, crochet la position. Le nom, vous allez voir, 1350, c'est à quelle position? 0, 1, 2, 3. Donc, personne crochet 3. Quand j'exécute, le premier élément, c'est ISA. Donc, c'est comme ça, vous allez directement accéder à vos données qui sont stockées dans votre liste. Directement. On pas le piquer, on pas le prendre. Donc, il y a une manière aussi de pouvoir compter à partir de derrière. J'écris -1. Donc, à partir de derrière, on compte -1, -2, -3, -4. Donc, pour accéder au dernier élément, je fais personne -1. Pour accéder au premier élément en comptant de derrière, ça va -1, -2, -3, -4. Donc, je fais -4 ici. Ça va toujours m'afficher mon ISA. J'exécute. Vous allez voir, ça n'a pas de fait. Donc, c'est comme ça on accède aux éléments dans une liste. Pour pouvoir modifier aussi, c'est de la même façon. Il suffit juste d'identifier à quelle position vous voulez modifier. Donc, supposons je veux modifier personne crochet 1, c'est à quelle position selon vous? 0, 1. C'est à la position de Pauline. Donc, je veux changer Pauline par Kiwi. Donc, je fais personne crochet 1, je mets ma nouvelle valeur et c'est joué. Donc, comme je finis ça, je vais réajouter, vous allez voir. Donc, vous voyez, il n'y a plus Pauline ici, c'est Kiwi ici. Donc, il y a aussi la possibilité d'ajouter une autre valeur. Actuellement, on a 4 différentes valeurs dans notre liste. Je peux aussi ajouter d'autres informations à cette liste. Pour le faire, on utilise la fonction append. Et comment on l'utilise? Vous écrivez le nom de la variable, point, append,
et vous mettez entre parenthèses, vous mettez l'information que vous voulez ajouter. Donc, je vais mettre béninois, par exemple, sa nationalité. J'exécute, vous allez voir Issa Kiwi 15 13 50 et il y a béninois sur ça. Donc, il y a aussi la possibilité d'enlever un élément de la liste. Donc, personne.remove, je l'enlève directement, j'enlève 1350. Donc, je fais personne.remove, je mets ce que je veux mettre. Si vous mettez quelque chose qui n'est pas présent dans la liste, vous aurez des erreurs. Peut-être quand je vais faire 13, je vais enlever 13. Vous allez voir, ça va m'écrire des erreurs. Value error. Il ne voit pas cette valeur dedans. Alors que quand je reviens à ce qui était là avant, j'exécute. Vous allez voir, notre liste n'est plus constituée de 1350. Donc, c'est un peu ce qui concerne les listes en Python. Il y a aussi d'autres types de données, les sets et les tuples. Je vais les exécuter rapidement et on va discuter de chacun. Ils se comportent un peu comme les livres. Vous comprenez les livres, vous pouvez facilement faire ici. Les ensembles, les sets ou bien ensembles, ce sont des collections non ordonnées d'éléments uniques. Mais il faut savoir que c'est des collections. Là, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas d'index comme dans le cas des listes où je peux dire ceci, premier élément, pour accéder à légumes, je fais légumes crochet 0. Non, il n'y a pas cette façon de faire là. Maintenant, pour les définir, c'est des accolades et non des crochets. Des accolades et vous mettez vos différents éléments dedans. Supposons que je mets 2 fois haricot. 2 fois, bon, j'exécute d'abord. Vous avez vu l'exécution, ça marche haricot, vous voyez. Ça change encore l'autre. Haricot, brocoli, carotte, poivre. Supposons que je mets 2 fois haricot dans la liste. Vous allez voir que à la sortie, ça m'affiche une fois haricot. Donc, ça dépend des cas d'utilisation. Supposons que vous êtes en train de demander à l'utilisateur d'entrer des informations et vous voulez filtrer, vous voulez avoir les informations uniques. Donc, vous pouvez utiliser les sets parce que bon, ça vous donne exactement l'information une fois, l'apparition des informations une fois dans votre ensemble dans votre ensemble, quoi. Donc, on met ça en griffe et on met les différentes données. Donc, il faut aussi savoir que on peut toutefois ajouter d'éléments. Donc, pour l'ajouter, vous faites juste utiliser .append. Avant, on avait parlé de add. Donc, chaque structure a quelle est la fonction pour ajouter de variables. Donc, c'est .add ici, vous mettez le nom. Donc, vous voyez, quand on a ajouté, il n'y avait pas tomate ici. Vous voyez, tomate est venu dans notre ensemble de données. Pour pouvoir enlever, il y a possibilité de supprimer aussi. Pour enlever, vous utilisez .remove et vous mettez le nom. Vous allez voir, en haut ici, il y a brocoli, mais en bas ici, il n'y a pas brocoli. Donc, c'est un peu les sets, ça. Pour les tuples, c'est encore intéressant. Les tuples, c'est des parenthèses pour pouvoir définir. Donc, j'espère que vous suivez. Donc, je définis couleur rouge, vert, bleu. Faut savoir que un type, c'est une collection de données immuables. Genre, quand une fois que vous avez défini, il n'y a plus possibilité de faire de modifications. C'est ça, on met dans immuable. Donc, c'est aussi similaire. Les types sont similaires au lit, seulement que quand vous créez ça une fois, il n'y a plus de modification. Donc, j'exécute. Faut savoir que pour l'accès, pour pouvoir accéder, c'est exactement la même façon que oh, c'est exactement la même façon que les listes. Genre, ici, il y a de positions comparées au 7, qu'il n'y a pas de position. Position 0, 1, 2, ouais. Donc, point type là, ça marche ici, rouge, vert, bleu. Pour accéder à la première couleur, je fais le nom de la variable, crochet la position, crochet 0 pour avoir la première couleur. Donc, première couleur rouge. Maintenant, il faut savoir que c'est immuable, genre, on ne pourra pas modifier. Supposons que je veux modifier l'élément qui est à la position à la position numéro 1 et à cette position, le vert là, oui. Et dans l'index, c'est 1. Donc, je mets couleur crochet 1 exactement comme les listes et je mets jaune. Ça va me produire des erreurs. Vous voyez. Tuple does not support item assigned. Donc, ça provoque des erreurs automatiquement. Donc, c'est un peu ce que je mettais dans email. C'est pas possible de modifier. Et enfin, les dictionnaires. Les dictionnaires sont très, très capitales et très pratiques. Les dictionnaires viennent résoudre un problème spécifique des listes. Et quel est ce problème? Vous allez voir qu'à chaque fois, pour pouvoir avoir accès, il faut se mettre à compter 0, 1, 2, 3. Supposons que vous êtes avec une liste d'éléments de 1000. Si vous êtes avec une liste d'éléments de 1000, pour pouvoir compter, bon, à quelle position se trouve telle information, ça serait très difficile pour vous.
Donc, les dictionnaires, c'est un peu l'idée, ça nous permet d'assigner des noms à ces index-là. Donc, au lieu d'accéder à partir de 0, 1, 2, 3, vous pouvez accéder à partir des noms directement. Donc, supposons ici, pour pouvoir définir euh, un dictionnaire, je suis allé un peu trop en avant ici, non, c'est pas grave. Pour pouvoir définir un dictionnaire, euh, je mets personne, je vais définir un dictionnaire de personnes. Je vais mettre ceci en commentaire, je vais vous montrer un peu ça tout à l'heure. CTRL-CV, dictionnaire de personnes. Donc ici, au lieu de couleur, je mets prénom. Donc c'est basé sur un système de clé-valeur. On appelle ça clé-valeur. Donc vous écrivez la clé, vous mettez la valeur. Donc qu'est-ce que j'ai fait là? Ça là aussi, je vais commenter ça. Je vais mettre ça en commentaire. Donc pour que ça ne soit pas exécuté quoi. Après, on va revenir sur ça. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai défini un dictionnaire de personnes et je dis que la clé, pour pouvoir accéder à Dupont aux Yeux, il suffira juste de faire personne crochet, non? Pour accéder à son prénom, plus besoin de compter 0, 1. Donc, c'est un peu ce que définissent les clés. Les clés sont mises devant. Les clés sont mises devant. Et deux points après les clés, c'est les valeurs. Et vous mettez virgule, ainsi de suite. Donc, quand j'exécute, vous allez voir dictionnaire, nom, prénom, âge et tout ce qui va avec. Je reviens ici. Pour accéder aux valeurs du dictionnaire, vous voyez personne et vous mettez la clé. Donc, je vais accéder à Dupont-Oziel comme ça. Le nom de la personne, c'est Dupont-Oziel. Si je vais accéder au prénom, je fais, bon, ça va toujours m'écrire le nom de la personne. Je n'ai pas changé ici. Vous voyez, ça va accéder à tout. Donc, c'est un peu ce que ça fait. Pour accéder, plus besoin de compter. Il suffit juste de se rappeler de la clé, de comment vous avez nommé la clé de cette valeur. Et le tour est joué. Il y a aussi la possibilité pour vous de pouvoir modifier. Donc, il suffit juste de mettre la clé, le nom de la clé. Je veux modifier l'âge, par exemple, qui était à 30 à 40. Donc, je fais personne crochet âge 40 et je mets à jour. Vous voyez, nom, Dupont, Oziel, prénom, Toto, âge 40. Donc, et je peux aussi ajouter une nouvelle paire clé valeur. Vous voyez, je vais ajouter la ville où la personne se trouve. Donc, je fais personne, la nouvelle clé et je mets la nouvelle valeur. J'ajoute. Je fais comme ça. Il n'y a pas de fonction ici pour ajouter. C'est directement comme ça. Vous voyez, ville, Paris. Et ça s'ajoute directement. Donc, il faut savoir qu'avec ces différentes notions, vous pouvez faire des compositions des autres. C'est de ces compositions, je vous ai épargné tout à l'heure quand on avait commencé. Genre, j'ai défini en haut un, un tuple. Un tuple, c'est ça, on vient de voir tout précédemment, un tuple. Et maintenant, dans notre dictionnaire, j'ai mis une clé pour notre tuple. Vous voyez. Donc, nom, Dupont, Oziel. Et pour notre tuple, j'ai dit, le tuple dans notre dictionnaire s'appelle couleur. Et j'ai mis les valeurs de couleur directement ici. Vous pouvez aussi stocker des listes et tout ce que vous voulez. Donc, pour pouvoir avoir accès à rouge ici, c'est simple. Vous mettez d'abord personne crochet, comment dit-on, la clé. La clé maintenant, ça vous permet d'avoir votre type. Et maintenant, pour accéder à rouge, comme on a vu, ça va crochet, à faire du moins 0, 1. Ça va crochet 1. Donc, j'affiche, ça serait je ne l'ai pas encore exécuté. Voilà. Et je l'exécute. Vous voyez, ça me donne accès directement avec, donc c'est assez pratique. Je crois qu'on est en train de s'approcher de la fin. Les fonctions en Python. Tout à l'heure, je parlais de fonctions print, fonction input et tout ça. Les fonctions, c'est une notion très capitale. Elles nous aident quand même elles nous aident à écrire des codes oui, des codes réutilisables après. C'est un peu l'idée. Vous allez voir print maintenant. Quand j'écris print, il suffit juste de mettre des paramètres et ça fait un job. Donc, c'est un peu ça.
vous avez l'idée de votre tâche et vous pensez qu'à chaque fois, il suffit juste de lui fournir des informations et ça va faire le boulot. Donc, vous pouvez mettre ça dans les fonctions. On va mieux voir ça dans cet exemple. C'est-à-dire, je veux faire l'opération de soustraction, par exemple. J'ai mis addition ici. On va faire l'addition tout à l'heure, de soustraction. Donc, pour pouvoir faire, je fais def, on met cette directive def. Vous mettez le nom que vous voulez donner à la fonction. Donc, j'ai mis moins ici. Et vous mettez les différents paramètres. Ce que vous aurez besoin, ce que la personne doit mettre pour que votre fonction puisse travailler. Le return, c'est pour pouvoir retourner une valeur. Donc, je fais def moins, c'est moins, ma fonction s'appelle AB. Je retourne A moins B. On a déjà vu ceci pour faire la soustraction de A par B. Donc, ça, c'est la soustraction de la première valeur par la deuxième valeur. J'exécute. Et pour pouvoir l'utiliser, il suffit juste de faire moins et vous passez les deux valeurs. Donc, A ici, quand je mets 4 ici, le A, ça représente mon 4. Le 10, ça représente mon B. Donc, ça avec 4 moins 10, ça me donne normalement moins 6. Pour voir un peu l'idée du plus, l'addition de deux nombres, je vais copier juste ceci pour ne pas perdre de temps. Et je mets plus ici. Je vais nommer la fonction plus. Plus. Et je fais plus ici. J'exécute. Et je vais appeler la fonction plus sur deux valeurs de mon choix. Donc, je fais 10, virgule, et je mets 6. Quand j'exécute, ça m'affiche 10 plus 6, c'est 16. Donc, c'est un peu ça. Une dernière notion, c'est les modules et les importations. On va commencer par parler des modules à partir de la prochaine séance. Les modules en Python, c'est un fichier qui contient des définitions des instructions Python. Donc, il peut contenir des variables, des fonctions. Donc, l'utilisation de modules permet d'organiser le code de manière modulaire et de le réutiliser facilement. Donc, les modules, c'est comme des packages, bon, comment je vais dire. Oui, les gens y a travaillé vraiment sur un ensemble de fonctionnalités et encapsuler ça dans des fonctions que nous, on aura à utiliser à chaque fois quand on aimerait faire une opération. Donc, c'est un peu l'idée des modules. Les modules, c'est un gros fichier, oui, c'est un fichier, je vais dire, qui contient des variables, des types d'attributs spécifiques pour la manipulation pour qu'ils viennent résoudre un problème donné quand même. Il y en a pas mal, on va découvrir pour les autres prochaines séances. NumPy, Pandas, Matplotlib, ainsi de suite. Ce sont des modules très utilisés en data science d'ailleurs quand on va parler au cours des prochaines séances. Donc du coup, j'utilise et je veux parler du module maths. Pour l'utiliser, c'est vrai, il y a déjà des modules qui sont intégrés directement à Python, mais d'autres modules, pour pouvoir les utiliser, il faut les installer. On utilise la directive pip install, le nom du module. Ça, ils vont bien vous dire ça dans les prochaines séances. Pour le moment, j'aimerais quand même que vous ayez une idée de c'est quoi les modules. Supposons que je veux calculer la racine carrée d'un nombre. Je pourrais par exemple me mettre à dire bon comment est-ce qu'on calcule la racine carrée et écrire un code jusqu'à la fin. Mais il faut savoir que dans le module maths, ils nous ont déjà fourni le code et le code est déjà mis dans la fonction sqrt. Donc pour pouvoir le faire juste, il faut importer notre module. Donc on fait importe le nom de notre module, importe le module s'appelle maths et je fais print math.sqrt. Quand j'exécute ceci, ça m'affiche 4. C'est la racine que je viens de calculer. Je pourrais calculer aussi la puissance. Genre, je vais calculer 2 à la puissance 8. Donc, c'est la fonction power qui m'aide à faire ça. Et aussi très, très utile, très pratique. Vous pouvez faire math, point. Donc là, ben, je ne sais pas si les autres math, point. Et là, quand vous faites ça, vous attendez un moment. Ça vous affiche tout ce qu'il y a comme fonction dans le module math. Donc, c'est un peu comme ça fait. Donc, je vais utiliser le power et je mets 2, 3. Donc, ça me fait 2 à la puissance 3 qui fait 8. Voilà. Peut-être pour d'autres maths, serait beaucoup. Il y a des modules où le nom c'est assez volumineux. Donc, pour ne pas être en train de terminer maths à chaque fois, on fait on renomme.
pour renommer, on appelle ça, on crée d'alias pour ce nom-là. Donc, je veux que à chaque fois quand je vais écrire MT, que ça puisse relancer ça à maths. Donc, c'est depuis l'importation, je devais régler ça. Je vais import math as MT. Donc, à chaque fois, je n'ai plus besoin d'écrire maths. Je fais mt.sqrt, j'exécute. Ça fait 4. Intéressant. Donc, on a parcouru les bases de Python, les prérequis, les notions très capitales qu'il faut y avoir pour pouvoir démarrer, pour pouvoir bien démarrer et cette formation. Je crois que vous avez beaucoup appris. J'espère. Dans la semaine, il y aura des exercices d'application. Je vous inviterai à vraiment les faire à temps et à poser des questions pour pouvoir comprendre. Et ça vous serait très utile. Donc, nous allons passer à la phase des questions. Et merci de votre attention et je suis à votre écoute donc pour les questions.